Dans cette vidéo, nous allons étudier le lien entre la famille et sa dimension intégratrice. Alors, qu'est-ce que l'intégration? L'intégration, c'est tout simplement un processus d'incorporation d'un individu ou d'un groupe dans une société. Bon, pour simplifier, on va utiliser en fait la définition de Philippe Besnard. Pour Besnard, donc, les membres d'un groupe social sont intégrés si trois dimensions sont réunies. Tout d'abord, il faut qu'ils possèdent une conscience commune, qu'ils aient les mêmes sentiments, les mêmes croyances. C'est ce que Besnard qualifie de société religieuse. Il faut qu'ils aient des échanges les uns et les autres, autrement dit qu'ils soient en interaction. C'est ce qu'il appelle une société domestique. Enfin, il faut qu'ils se sentent voués à des idéaux, à des buts communs. C'est ce qu'il appelle la société politique. Alors, si l'on étudie plus spécifiquement le lien entre l'intégration et la famille. Alors, le rôle traditionnel de la famille, bien évidemment, est d'intégrer. La famille socialise, la famille repose sur des solidarités. Bien qu'en perpétuelle évolution, la famille continue malgré tout d'intégrer. D'un autre côté, on peut considérer que le rôle de la famille est fragilisé. Les solidarités familiales sont plus fragiles pour certaines catégories sociales. On observe une montée de l'individualisme qui est préjudiciable pour la stabilité de la cellule familiale. Et on a une fragilisation du contrôle familial et un accroissement du rôle des autres instances de socialisation. Alors nous allons voir dans le détail chacun de ces arguments. Tout d'abord, la famille socialise. Elle transmet effectivement des normes, des valeurs, des rôles sociaux. C'est ce que l'on appelle une instance clé de la socialisation. La famille participe également au phénomène de sociabilité, donc bien évidemment, elle participe à construire, à tisser du lien social. Durkheim a d'ailleurs souligné l'importance du lien familial. Quand il a étudié le suicide, il a montré justement que le suicide est lié, entre autres, parce qu'il y a plusieurs variables, à l'état civil. Autrement dit que les personnes qui, par exemple, sont seules vont davantage se suicider. En fait, le suicide est conditionné par l'importance de la sociabilité. Plus les liens familiaux sont forts, plus le taux de suicide sera faible. À titre d'information, une enquête montrait il y a quelque temps que 60% des individus se sentent très proches de leur famille. On voit bien le rôle fondamental qu'elle a en termes de socialisation et par là même, bien évidemment, d'intégration. Alors, deuxième point important, la famille repose sur des solidarités. En fait, on distingue plusieurs types de solidarités qui existent au niveau intrafamilial. Tout d'abord, on peut avoir en fait des échanges par rapport au travail domestique. En clair, dans la famille, entre les parents, les enfants, les grands-parents, on peut se rendre service, par exemple au niveau des tâches ménagères, ou éventuellement pour la garde des enfants ou des petits-enfants. On peut également avoir comme solidarité des échanges financiers. Les grands-parents, les parents peuvent prêter de l'argent aux plus jeunes pour les aider par exemple à démarrer dans leur vie active, leur avancer de l'argent pour l'acquisition d'un véhicule, pour financer des études ou autre. Dernier type de solidarité, des échanges par rapport à l'accès à autrui. Autrement dit, par exemple, les plus jeunes dans la famille vont pouvoir utiliser leur réseau social familial. Pour parler plus simplement, ils vont pouvoir utiliser le piston, autrement dit, les connaissances, les relations que peuvent avoir les membres de leur famille pour trouver un job. On a donc un système qui de plus en plus est trigénérationnel en fait, grands-parents, parents, enfants, à l'intérieur duquel on a beaucoup de solidarité. Et on peut également mettre en avant le rôle croissant des grands-parents, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, de l'amélioration également, bien évidemment, de leur état de santé général, de l'augmentation également, sur plusieurs décennies en tout cas, de leur pouvoir d'achat, ce qui leur confère un rôle important, que ce soit au niveau en fait du travail domestique, au niveau financier ou même toujours dans l'accès à autrui. Alors la famille, bien évidemment, est en perpétuelle recomposition, ça c'est une évidence. Elle connaît de très nombreuses transformations. On sait que le nombre de mariages s'est littéralement effondré en l'espace d'un demi-siècle, que parallèlement le nombre de Pacs a fortement progressé. Bon, d'ailleurs, si on fait la somme des deux, on voit que le nombre total d'unions a largement progressé. On sait également que l'âge au premier mariage a beaucoup reculé. Il a reculé de 6 ans pour les hommes et d'un peu plus de 7 ans pour les femmes en l'espace d'un demi-siècle. Parallèlement, le nombre de divorces a également fortement progressé, même si cette hausse s'est un petit peu tassée quand même ces dernières années.
Le nombre de Pacs qui effectivement a été rompu a également largement augmenté, bon, sachant que c'est normal compte tenu du fait que ce type de contrat, ce type d'union est relativement récent, donc il était légitime que les premières années, il y ait peu de Pacs en fait qui soient rompus, mais que leur nombre augmente tout simplement au fil du temps. C'est normal, c'est logique. Et en parallèle, bien évidemment, la part des naissances en mariage a largement progressé, puisqu'on a désormais presque 6 naissances sur 10 qui ont lieu hors mariage. Alors voilà pour les transformations. Maintenant, voyons finalement si ces transformations sont positives ou négatives. Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on va regarder, bien évidemment, c'est le côté positif de ces transformations en matière d'intégration. En fait, il ne faut pas interpréter la diminution des mariages ou l'augmentation de la part des naissances hors mariage comme une preuve de la fameuse désinstitutionnalisation de la famille qui aurait perdu sa dimension justement d'institution régie par des règles traditionnelles, intemporelles et qui reposerait sur la stabilité, bon, etc., etc. Non. En fait, il faut voir justement ces modifications comme partie intégrante d'un processus de restructuration, mais autour de nouvelles valeurs. François Dubay, par exemple, souligne que les transformations de la famille vont marquer le passage d'une logique d'intérêt à une logique d'affection. Les mariages arrangés disparaissent au profit des mariages qui reposent sur l'amour. La famille va devenir un espace qui est privé, qui est au service des individus. On a une logique élective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui fonctionne à double sens. On va choisir son conjoint par amour, tout comme on va choisir de divorcer par absence d'amour. Mais on ne va plus rester avec celui-ci dès l'instant où les sentiments auront disparu. Autrement dit, la dimension d'obligation disparaît. Ce qui rend d'autant plus stable et plus fort les unions, bien évidemment, qui perdurent, qui s'inscrivent dans le temps. L'individualité de chaque personne au sein de la famille est davantage respectée dans un souci d'égalité. C'est la fin du modèle du pater familias, du chef de famille et de la femme soumise. Non, on a maintenant bien évidemment une dimension d'égalité entre l'époux et l'épouse. Au niveau des enfants, leur nature est davantage respectée. Ils sont moins conditionnés. On les respecte plus en tant qu'individus. Ils ont même quelquefois une position qui est presque au même niveau que celle des parents, au niveau décisionnel, par exemple, pour des vacances ou certains choix de biens d'équipement comme des voitures ou autres. À noter que les jeunes adultes ont des difficultés d'insertion professionnelle, ce qui va générer une plus grande dépendance à l'égard des parents. Ils pourront, par exemple, dans un certain nombre de cas, rester plus longtemps à la maison et auront besoin d'aide financière. Alors ça, c'était pour les arguments positifs. Au niveau négatif, on ne va pas se mentir, il y a certaines solidarités familiales qui se sont fragilisées. D'un côté, la hausse des divorces, de l'autre, le développement de la monoparentalité, donc un parent seul avec ses enfants. Tout cela diminue mécaniquement la sociabilité. Automatiquement, s'il y a moins d'échanges, moins de communication, les solidarités intrafamiliales vont ainsi évidemment avoir tendance à diminuer et générer dans certains cas des difficultés financières, notamment pour les femmes employées et les femmes ouvrières. Alors évidemment, si c'est une famille monoparentale avec à sa tête un homme cadre, il n'y aura pas les mêmes conséquences négatives que celles que je viens de souligner. Le divorce, la séparation augmentent considérablement les situations de précarité. On a des baisses de revenus, on a une diminution du réseau de sociabilité, et c'est plus difficile dans un certain nombre de cas de recomposer bien évidemment une famille. On voit que 40% des familles monoparentales sont considérées comme pauvres, alors que ce n'est le cas que pour 13% des familles traditionnelles. On voit donc bien évidemment que les solidarités familiales ici sont dans un certain nombre de cas, notamment pour les milieux populaires ainsi que pour les femmes qui sont à la tête de familles monoparentales, cela peut être source de pauvreté, d'exclusion, donc de défaut d'intégration. Deuxième point, la montée de l'individualisme. Alors on l'avait perçu dans un premier temps positivement, bien évidemment maintenant on va relativiser. Alors on a une réduction du nombre de mariages, une augmentation des divorces, une hausse du célibat, un accroissement de la part des naissances hors mariage.
C'est ce qu'on appelle globalement la désinstitutionnalisation de la famille, hein, d'accord, le fait qu'elle ne soit plus elle ne soit plus considérée comme une institution stable qui transmette bien évidemment dans le temps et de génération en génération des normes sensiblement identiques. On a ce qu'on appelle le développement des living apart together. Autrement dit, ce sont des couples, alors généralement d'ailleurs qui ont déjà eu une expérience malheureuse avec un premier mariage et qui ont, pour une grande partie d'entre eux, généralement la quarantaine ou la cinquantaine, qui se caractérisent par le fait qu'ils sont ensemble mais ne vivent pas ensemble. Ça c'est intéressant parce qu'en fait ça permet de mettre en évidence justement l'individualisme, le respect des individus, le respect des individualités et le fait que pour s'épanouir à deux, quelquefois il faut vivre séparés. On voit donc qu'à travers la désinstitutionnalisation de la famille, le développement des living apart together, que la famille est moins fondée sur un système de règles et de pratiques stables, et qu'elle repose finalement davantage sur des individualités. Mais cela peut bien évidemment être problématique. Dernier point, une fragilisation du contrôle familial, un accroissement du rôle des autres instances de socialisation. En fait, le contrôle social par le biais de la famille est d'autant plus difficile à exercer que nous sommes en présence de certaines structures familiales, par exemple les familles monoparentales, ou même les familles recomposées, à l'intérieur desquelles on peut avoir des systèmes normatifs qui vont être différents et qui peuvent potentiellement s'avérer déstabilisants, notamment bien évidemment pour les enfants. Cela peut aboutir à des risques de désocialisation. On sait par exemple qu'il y a une plus grande probabilité d'échec scolaire quand on est au sein d'une famille monoparentale. La socialisation familiale entre de plus en plus en concurrence avec d'autres instances de socialisation, que ce soit par exemple l'école ou l'impact que peuvent avoir les médias, notamment dans la socialisation des plus jeunes. On voit que la dimension socialisatrice et intégratrice de la famille est largement remise en cause et largement concurrencée.